Le médecin nous avait clairement dit, je me rappelle dans sa chambre d'hôpital, que c'était terminé pour lui et qu'il n'arriverait pas à reprendre le terrain. Et aujourd'hui j'ai appris, avec des échecs, mais j'ai appris. Ouais, ce que je dirais sur l'homme, c'est qu'il a vraiment un très très grand cœur et c'est vraiment une belle personne. JC, c'est c'est un combattant. On dit qu'on apprend souvent dans l'échec. Du coup, j'ai appris dans mon échec. J'ai fait un petit pas en arrière. Et encore une fois, Jean-Pierre, il a réussi à retourner les pronostics et à faire mentir le médecin, quoi. En vrai, je préfère que mon histoire elle soit comme ça, qu'elle soit toute rose. Ça vous a procuré quoi comme émotion, cette première Marseillaise? C'est trop bien, j'ai pris grave du plaisir Ouais. à jouer ce match. Et la première, voilà, c'est pas la plus belle, on aurait pu avoir mieux. Mais c'est rien, ça fait partie aussi de mon apprentissage. Il s'en a passé des choses là pour en arriver jusqu'ici. Ouais, il s'en est passé. On a vu beaucoup de choses avant d'arriver là. Ouais. J'ai un souvenir où à chaque fois il demande de s'entraîner encore plus. C'est-à-dire qu'il a terminé en entraînement avec sa catégorie d'âge et il va demander à s'entraîner encore plus avec la catégorie d'âge du dessous. À l'époque, vous jouiez Milieu def. et l'idole c'était? Il y a eu Rabiot et mon idole c'était plus Andrea Pirlo. C'est pareil, hein, Andrea Pirlo. Hein? C'était Pirlo et après en plus jeune, comme Adri, je me rapprochais beaucoup plus de lui. J'avais vite accroché avec lui. Everywhere I go, I'm hearing my name. Now she might fuck cause I'm wearing my chain. How many times do we do it in the sun? Then still try. JC, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui sait repousser sur ses limites, exigeant envers lui-même. Il est force d'abnégation, Jean-Claire Todibo, parce qu'il a connu un gros pépin physique petit. Exactement, donc il était blessé à la jambe. Le médecin nous avait clairement dit, je me rappelle dans sa chambre d'hôpital, que c'était terminé pour lui et qu'il n'arriverait pas à reprendre le terrain. Et encore une fois, Jean-Pierre, il a réussi à retourner les pronostics et à faire mentir le médecin, quoi. Il parle de quoi, Jean-Claire, à ce moment-là? Je m'étais fait renverser par une voiture en allant au judo avec ma grande sœur. Il y a une histoire d'ils auraient pu couper ma jambe, etc. À mon réveil, j'avais demandé au chirurgien si... C'était la première chose que j'avais demandé. Si je pourrais rejouer au foot. Je me rappelle, c'était 3 jours après parce que je suis resté dans le coma, je crois, 3 ou 4 jours. Et à mon réveil, j'étais un peu sonné, j'ai ma jambe, elle est pendue comme ça, j'ai pas tilté. Et après, j'ai demandé au doc, au chirurgien, s'il pensait que je pouvais rejouer au football et il m'avait dit non. Non. Vous en portez encore les stigmates aujourd'hui? Ouais. Vous aviez donc 9 ans? Ouais. Et à ce moment-là, ce rêve a failli se briser, ce rêve de jouer au foot a failli se briser? Ouais, en vrai, pas forcément. J'ai toujours été quelqu'un d'optimiste à fond. Pour moi, ne plus rejouer au football, c'était impossible. Du coup, en vrai, quand il m'avait dit non, je crois que je lui avais répondu à un truc du style quoi qu'il arrive, je rejouerai au foot, un truc comme ça. Parce que j'avais toujours espoir, en vrai. Lorsque je lui ai rendu visite à l'hôpital, et l'anecdote, en fait, c'est que le cadeau que je lui avais ramené, c'était le maillot du FC Barcelone. Et son parcours fait qu'il a réussi à atteindre, pour moi c'est le Graal d'atteindre ces équipes élites comme ça. Quand on en reparlait, on se disait le maillot, le petit cadeau comme ça, c'est une petite image, mais tu y as été quoi jusqu'au bout. Donc de l'hôpital, il s'est vraiment retrouvé à FC Barcelone. J'ai décidé d'aller à Toulouse. Du coup, à partir du moment où j'ai décidé, ça s'est fait assez rapidement. Alain, c'est sur ce terrain-là que vous avez découvert Jean-Claire Todibo? C'est sur le terrain synthétique du fond, là-bas. Ouais. Et je vois ce joueur, brassard de capitaine au bras, tête levée, avec une attitude plutôt, on va dire, dominante. C'est ce qui m'a un peu interpellé. Puis effectivement, dès le lendemain, il prenait l'avion pour venir chez nous. Ça s'est fait très rapidement. Dans les jours suivants, on lui a proposé un contrat d'aspirant. Voilà. Les gens du club l'ont tout de suite validé. J'ai même eu la phrase suivante, j'ai dit au téléphone, j'ai dit au club, je pense vous envoyer le Étienne Capou des années 2020. Et on est en 2016. Parce qu'il faut rappeler qu'il jouait au milieu de terrain à l'époque. Il jouait au milieu de terrain, il jouait devant les défenseurs, un peu en sentinelle, patron un peu du milieu de terrain là, et puis capable, je vous dis, d'alterner le long le court et vraiment une vision de jeu qui tout de suite m'avait interpellé.
Toulouse, c'était un moment particulier parce que de grosses écuries se sont également intéressées à vous. Est-ce que vous avez senti très rapidement les attentes qui pesaient sur vous, à savoir un joueur à fort potentiel? Non, pas forcément. Moi, j'ai quitté, on va dire, chez moi, le quartier, etc., super tard pour un joueur de centre de formation. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de réaliser toutes ces choses-là parce que entre je rentre au centre de formation et je signe à Barcelone, il y a 2 ans et demi. Ouais. Il y a 2 ans et demi. En 2 ans et demi, on s'émancipe forcément de sa famille, mais il y a pas mal de choses sur le côté professionnel qu'on n'a pas. Et vous avez choisi donc de signer à Barcelone, votre tout premier contrat professionnel. C'est ça. Pour quelle raison à l'époque? De base, c'était la Juventus, ma target numéro 1 à ce moment-là. C'est l'échange que j'ai eu avec Eric Abidal qui a fait la différence aussi. Parce que là, j'ai changé avec un joueur français, une grosse carrière à Barcelone, qui communique en français. Il y avait énormément de Français à cette époque-là à Barcelone. Pour moi, c'était plus logique pour moi. L'adaptation, déjà, elle allait être plus rapide. Et puis, j'ai accordé ma confiance aussi à Eric à ce moment-là. Parce que voilà, c'était un interlocuteur français. Il m'a parlé comme un grand frère. En vrai, au rendez-vous, je l'ai plus senti à ce moment-là comme un grand frère qu'un directeur sportif. Ce qui fait que mon choix, en vrai, il s'est plus dirigé vers Barcelone. Quand on arrive à Barcelone, là en revanche, on met les pieds vraiment dedans. On met les pieds dedans. Très très haut niveau. Ouais. Et il y a un statut aussi qui vous accompagne. C'est celui d'être l'un des espoirs du football français à votre poste. Comment on le gère? Je ne m'accroche pas trop à ce genre de choses-là. Parce qu'en vrai, devrait être le prospect, le meilleur des prospects, c'est que des statuts, et en vrai, ça ne veut rien dire. On l'a vite vu, parce que de base, je passe d'un grand espoir français, et comme je n'ai pas joué à Barcelone, les gens ont dit que j'ai échoué. Tu vois? Du coup, je suis passé de grand espoir français à l'échec de Todibo. Du coup, en vrai, et ça ne m'a jamais touché, parce qu'en fait, comme je n'y ai jamais porté d'importance, ça m'a plus fait rire, parce qu'en vrai, c'est rien. J'avais quoi? J'avais 19 ans. Ma carrière, elle est encore devant moi. Même aujourd'hui, on parle, j'ai 23 ans, ma carrière, elle est encore devant moi. Barcelone, ensuite Schalke, Benfica. Ces expériences-là vous ont apporté quoi? Peut-être ce que vous venez d'évoquer un instant? La maturité, tout simplement. C'est, je pense, qu'il me fallait pour comprendre ce qu'est le monde professionnel, avec ses avantages et ses inconvénients, et les assimiler, tout simplement. Parce que savoir ce que c'est une chose, les assimiler, c'en est une autre. En fait, il faut se préparer pour jouer au très haut niveau. On n'arrive pas comme ça. C'est en fait, quand on rentre dans le football, on comprend que le football, c'est pas juste je mets mes crampons et je joue au football. Il y a plein de choses autour. Et malheureusement, moi, j'ai pas eu cette préparation. En fait, ça me dérange pas parce que ça me permet d'être le joueur que je suis aujourd'hui et l'homme que je suis aussi. Vous arrivez ensuite à Nice en février 2021 et c'est dans ce club-là que vous vous épanouissez tout de suite. Pourquoi ça s'est passé aussi bien à Nice dès le début? J'ai ressenti de la confiance, de l'amour et je pouvais enfin m'exprimer et jouer mon football. Peu importe où je suis en vrai au final. Je vais juste prendre du plaisir sur le terrain avec 11, avec un groupe de 23 gars. Et on va au charbon et on essaye de gagner tous les matchs. C'est la seule chose qui m'a toujours intéressé dans le football. Et en vrai, Nice m'a permis de faire ce qui m'intéresse. Votre passage ici, est-ce que vous êtes dit peut-être que vous repreniez le fil de votre carrière par rapport aux attentes qui étaient placées en vous dès le début de votre carrière? Je vais pas te mentir, quand j'ai signé à Barcelone, pour moi, j'étais parti pour faire ma carrière là-bas. Je le voyais plus comme ça. Je ne me voyais pas forcément rentrer en France. Et en vrai, c'est tout ce qui s'est passé avant que j'arrive ici qui m'a permis en vrai d'accepter le fait que je dois retourner en France pour pouvoir commencer quelque chose. Parce qu'en vrai, quand j'arrive à Nice, j'ai rien commencé. J'ai rien commencé aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'ai même pas 150 matchs en professionnel. Tu vois, alors qu'il y a des jeunes de 22, 21, ils en ont déjà beaucoup plus que moi. Mais ça fait aussi partie de mon histoire et c'est pas mal. J'ai jamais rien eu facilement en vrai, j'ai toujours dû bosser un peu plus que les autres et donner beaucoup plus que les autres en vrai pour réussir dans tout ce que j'ai fait. Parce que je préfère aller chercher quelque chose au lieu qu'on me le donne. Ouais. Ça vous convient, mais est-ce qu'on arrive à expliquer quelque chose qui est difficile à expliquer évidemment, c'est le fait d'avoir un parcours qui est différent des autres?
C'est compliqué d'expliquer parce que par exemple, les gens ils vont dire que je ne comprends pas pourquoi tu es parti à Barcelone. Quand on n'est pas à la place de la personne qui doit faire le choix, quand on a le recul sur la situation, on peut tout se dire, on peut tout imaginer. Et que tu as 18 ans et qu'on te dit il y a Barcelone, tu as la Juventus, etc. sur toi, c'est dur de se dire je vais rester dans mon club formateur. Tu vois, faut être solide. Et aujourd'hui, j'ai appris. Avec des échecs, mais j'ai appris. On dit qu'on apprend souvent dans l'échec. Du coup, j'ai appris dans mon échec. J'ai fait un petit pas en arrière. Et là, on ressaute vers l'avant. En vrai, je préfère que mon histoire elle soit comme ça, qu'elle soit toute rose. À quel moment il a fallu le plus s'accrocher? Je pense que le charnière, c'était Benfica. Parce que là, j'avais vraiment pas de temps de jeu pour des raisons qui n'étaient pas bonnes. Et pas jouer à Benfica, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Parce qu'à vrai dire, dans l'effectif, avec tout le respect que j'ai pour tous les joueurs, à ce moment-là, je devais jouer. J'ai pas joué parce que au début, je suis arrivé et je me suis blessé rapidement. Mais quand j'étais plus blessé, je pense avoir été bon et avoir donné les bons signaux aux entraînements. Et je pense que tous les joueurs à cette époque-là qui étaient là-bas le savent. Et le fait de ne pas jouer par rapport à des choix de coach que moi, je ne trouvais pas juste, j'ai dû beaucoup réfléchir et prendre sur moi et garder cette mentale où il faut bosser, les choses arriveront plus tard. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris, je pense, ma carrière en main. Parce qu'à ce moment-là, je suis parti parler à Luisao. J'ai parlé longtemps avec lui pour lui expliquer que si ma situation n'était pas claire, parce qu'il m'avait quand même récupéré de Barcelone, c'était pas pour que je sois même pas sur le banc à Benfica. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et du coup, quand je lui ai dit ça, il m'a dit qu'il allait voir le coach, voir ce que le coach disait. Et le coach lui répond, je suis 4e ou 5e défenseur. Et quand il me dit ça, moi je rigole. Je rigole, je lui dis, ah bon, mais pourquoi t'es venu me chercher alors en prêt T'es venu me chercher pourquoi? Parce qu'en vrai, je viens en prêt ici, si c'est pas pour jouer, laisse-moi sur le banc à Barcelone. Je serais beaucoup mieux assis sur le banc de Barcelone que sur le banc de Benfica à ce moment-là, en toute honnêteté, tu vois. Et quand il me dit ça, il me dit oui, t'as raison. Et je lui dis, écoute, en vrai, il n'y a pas de souci parce que là, j'ai compris que c'était un choix de coach. Et je lui dis que, écoute, en janvier, je veux partir. Je veux partir, je veux prendre ma carrière en main, je veux enfin commencer à jouer. Et de là, Nice est arrivé. Aujourd'hui, le ciel il est bleu au-dessus de votre tête, mais aussi au-dessus de la tête, entre guillemets, de tous les Niçois. Qu'est-ce que le gym peut espérer cette saison? J'ai toujours dit qu'en vrai, il ne faudrait jamais se mettre de barrières, parce que se mettre de barrières, c'est se brider. Se mettre des barrières, c'est se brider, alors il faut voir loin. Aujourd'hui, il ne faut pas crier au titre, parce qu'on n'y est pas. Mais il ne faut pas dire qu'on va jouer le maintien, ce serait se mentir. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait jouer les premières places du championnat et essayer de gagner le plus de matchs possible. Il est là l'objectif de la saison. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait se positionner en tout cas. Même si on sait qu'une saison s'est faite de haut et de bas et qu'on devra rester soudés du début à la fin. Mais pour l'instant, dans le haut, qu'on n'aille pas se chercher en bas. C'est pas nous, on va se mettre en bas. Il faut rester en haut et puis si le bas il vient à nous, ça c'est autre chose. Franchement, on s'entend très bien. On rigole très bien ensemble, il met l'ambiance dans les vestiaires. Mais ce qui est bien, c'est qu'il sait faire les deux. Il sait être sérieux et il sait mettre l'ambiance. Vous avez également été appelés presque ensemble en équipe de France, c'était au mois de mars. Quel souvenir vous avez de cette première convocation avec lui? On a été à Clairefontaine ensemble, mais c'était drôle parce que comme on arrive dans un groupe, pas on n'est pas nous-mêmes, mais on est un peu plus sur la réserve. On se regardait à table, on ne parlait pas, on était tranquille. On venait chercher chacun dans notre chambre. On disait vas-y, il faut y aller, il ne faut pas être en retard. On arrivait un peu avant, on faisait ce qu'il fallait faire. Non, franchement, c'était très drôle. C'est que des bons souvenirs. Jean-Claire, vous êtes très proche de Khéphren Thuram, mais pas que dans cet effectif-là. Il vous a permis également de parler plus d'une fois avec son papa, Lilian Thuram. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Quels conseils il vous donne également? Je parle énormément avec M. Thuram. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, déjà de par ses valeurs et ses principes. Et en plus, il a évolué à mon poste. C'est-à-dire quand il me parle, ça rentre mais ça sort pas. C'est magnifique, on a tous rêvé de jouer en France-Allemagne. On a tous joué à la cité, on a dit moi je suis Zidane, ah bah tiens moi je suis Klose, tu vois. Et vous l'avez joué et l'objectif ou peut-être le rêve, l'un ou l'autre, c'est de retourner en Allemagne en juin prochain? Ça c'est l'objectif. Comme je t'ai dit juste avant, c'est pas une fin en soi.
d'avoir eu cette première sélection. C'est bien, c'est très positif, surtout au vu de mon parcours, on va dire, entre guillemets. Mais il ne faut pas s'arrêter là. S'arrêter là, ce serait bête. On s'était vu après la rencontre en Allemagne. Jean-Claire, vous aviez réalisé un match plutôt correct ce soir-là. Jusqu'à la fin de partie, où il y a effectivement une mauvaise passe qui mène ensuite au deuxième but allemand. Le moins bon, il est tout seul, On parlait de Leroy Sané. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est votre autocritique. Tout de suite, à chaud, lors de la réaction post-match. Honoré de cette première sélection, mais j'aurai un goût amer de cette première sélection parce que y a la défaite et malheureusement le deuxième but, il est clairement pour moi. Je dois assurer ma passe et je la rate et on prend ce deuxième but-là. Si je veux continuer à avancer, il va falloir que je sois beaucoup plus dur avec moi-même. Et ce genre de passes, c'est pas des passes que je peux me permettre de rater au très haut niveau. La preuve, faute. Faute derrière, faute de passe, on perd la balle. Ça fait filoche. Enfin, dernière question, JC. Vous avez parlé un petit peu plus tôt des objectifs avec l'OGC Nice. Réussir cet objectif-là, est-ce que c'est maximiser vos chances de participer à l'Euro en 2024 ? Ça, je pense que c'est logique. Plus l'OGC Nice performera, mieux ce sera pour moi. Et plus ça me donnera de chances de participer à l'Euro 2024, ce qui est normal. Mais comme j'ai dit, l'objectif c'est de devenir plus fort chaque jour. En fait, faut que les sélectionneurs ils se grattent la tête. C'est ça l'objectif. En vrai, d'y aller, ce serait top. C'est l'objectif ultime. Mais déjà, si le sélectionneur se gratte la tête, c'est déjà bien aussi. Merci JC. Merci. Parfait.